Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui terminer la présentation générale du courant, disons, de la linguistique cognitive, et à partir de la semaine prochaine, on entrera dans la description d'un certain nombre, dans l'analyse d'un certain nombre de concepts et de questions plus particulières. J'avais terminé la semaine dernière par un ensemble de remarques sur l'institutionnalisation de la linguistique cognitive, en me référant à cet article de Jean-Michel Fortis et en vous rappelant donc que la première conférence de linguistique cognitive date de 89 à Duisbourg, et que ensuite toutes sortes d'associations ont vu le jour dans différentes villes du monde, enfin dans différents pays. J'y reviendrai tout à l'heure, vous verrez. Et ce qui était le point important sur lequel je m'étais arrêté la semaine dernière, c'est l'idée que ce qu'on appelle aujourd'hui linguistique cognitive ou cognitive linguistics, c'est non pas l'approche cognitive développée par Chomsky au sens où lui-même a nommé linguistique cognitive à partir d'un moment donné sa propre démarche théorique, mais ce qu'on appelle aujourd'hui linguistique cognitive, c'est la linguistique développée par les chercheurs dont on a parlé la semaine dernière, Laikoff, Langacker, Talmy, Turner, Fauconnier, et puis quelques autres dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, si on reprend maintenant les caractéristiques, mais non pas comme on l'a fait au début, les caractéristiques de l'ensemble des premiers temps, disons, de la démarche cognitiviste, mais donc les caractéristiques majeures des linguistiques cognitives au sens où je viens de le rappeler. On peut, disons, donner les caractérisations suivantes. D'abord, on retrouve cette notion de naturalisme qu'on avait déjà vu pour les premières versions du cognitivisme. Naturalisme fondé sur la référence au substrat cérébral. Alors, voici une citation d'un article tout à fait intéressant que je vous conseille de lire de Catherine Fuchs, intitulé « Pour introduire à la linguistique cognitive », qui est donc dans un petit volume qui est utile pour ce cours, hein, un petit volume publié chez Offris intitulé « La linguistique cognitive ». Bien, elle dit la chose suivante: sous la dénomination de linguistique cognitive, on s'accorde en effet à regrouper un ensemble de courants qui partagent par-delà leurs différences un objectif commun, celui de proposer des théories de la langue qui soient non seulement opératoires et générales, mais également susceptibles de s'articuler de façon explicite avec des modèles généraux de l'architecture fonctionnelle de l'esprit ou de l'architecture neuronale du cerveau. Dans cette perspective, le système des règles de la langue intériorisées par les locuteurs est objet d'étude pour le linguiste en tant qu'il constitue une composante de l'esprit humain. Vous voyez, c'est ça la dimension naturaliste, et qu'il a donc, d'une manière ou d'une autre, une inscription physique dans le cerveau. Une telle approche est dite naturaliste. Je n'insiste pas, puisque nous en avons déjà parlé largement. Dans le cas du cognitivisme première manière, et c'est une des caractéristiques qui reste, disons, commune au cognitivisme type Chomsky, par exemple, et au cognitivisme type Laikoff, Langacker, etc. Deuxième caractéristique, et là, donc, on commence à s'éloigner radicalement de la perspective initiale du paradigme computo-représentationnel qui caractérisait le premier cognitivisme, une conception holistique, c'est-à-dire globalisante, si vous voulez, des structures et des processus linguistiques. Et cette conception dite holistique s'oppose clairement à une conception dite modulaire. Alors, modulaire, c'est l'idée que, si vous voulez, vous avez un module de la syntaxe, un module de la phonologie, etc., qui sont tous séparés et qui entretiennent des relations, mais qui doivent être analysés dans leur autonomie. Cette théorie de la modularité a été initialement, je ne l'ai pas précisé ici, mais je le dis en passant, a été initialement formulée par un certain Jerry Fodor, qui est connu pour avoir développé cette théorie modulaire de l'esprit.
Alors, voici une formulation due à Langacker. Les structures grammaticales ne constituent pas un système formel autonome, ce serait ça la modularité, ou un niveau de représentation. Elles sont bien au contraire symboliques par nature, et permettent la structuration et la symbolisation conventionnelle du contenu conceptuel. Symbolique par nature, je vous rappelle, le symbole, c'est un couple forme-contenu. Le lexique, la morphologie et la syntaxe forment un continuum d'unités symboliques qu'on ne peut diviser qu'arbitrairement en composants séparés. D'accord ? Donc on a bien une globalité des structures et processus symboliques vus comme des opérations cognitives sur des symboles. Troisième caractéristique, ces structures et processus linguistiques ou symboliques, si on veut, sont une manifestation de processus cognitifs généraux. Et ça, c'est un point important. Alors, je vous l'expose à partir d'une citation d'un ouvrage qui est aussi un ouvrage de référence sur la question qui date de 2007, le Handbook de Cognitive Linguistics d'Oxford. Donc, la linguistique, voici la façon dont les choses sont présentées. La linguistique cognitive dans ce manuel est une approche de l'analyse des langues naturelles qui a pris son origine à la fin des années 70 et au début des années 80, à partir du travail de Lakoff, Langacker, Talmy, bon ça on l'a vu, et qui s'intéresse au langage, qui se concentre sur le langage comme instrument pour organiser, processing, bon, c'est difficile à traduire en français, mais bon, processer et transporter l'information. Dans cette perspective, compte tenu de cette perspective, l'analyse des bases conceptuelles et expérientielles des catégories linguistiques est de première importance en linguistique cognitive. Et c'est là le point sur lequel je voudrais insister, les structures formelles du langage sont étudiées non pas comme si elles étaient autonomes, mais comme le reflet d'une organisation conceptuelle générale, de principes de catégorisation, de processus et d'influence de l'expérience et de l'environnement. Donc, vous voyez bien que dans une perspective qui d'ailleurs n'est pas propre au chomskisme, mais qui est aussi saussurienne d'une certaine façon, on étudiait le langage, ou les langues, en tant que système autonome. Là, l'idée nouvelle, disons, des linguistiques cognitives, enfin, qui historiquement n'est pas complètement nouvelle, mais disons que dans cette formulation et dans cette histoire, on peut considérer qu'il y a une nouveauté dans le champ académique de la linguistique. L'idée, c'est que les structures linguistiques vont s'expliquer par des facteurs non linguistiques. Donc des facteurs psychologiques, cognitifs, etc. D'une part, et d'autre part, des facteurs qui dépendent de la structuration du monde, de l'environnement, des systèmes sociaux, etc. Donc la linguistique est vue comme une discipline en relation, évidemment, forcément, compte tenu de cette approche théorique, en relation avec d'autres disciplines. J'ai déjà eu l'occasion de le mentionner. Quatrième caractéristique, une attention aux usages réels. Alors, ce que je traduis ici par usage réel, c'est ce qu'on appelle les linguistiques usage-based, c'est-à-dire fondées sur l'usage. L'usage, c'est-à-dire le fait que on produise effectivement telle ou telle forme linguistique, donc qui apparaissent dans des corpus. Donc, on s'intéresse à la façon dont, à ce que disent effectivement les locuteurs. Alors, voici une citation qui explicite cet aspect des linguistiques cognitives, donc l'aspect usage-based. Depuis le début de la linguistique moderne, donc depuis Saussure, ça a été, disons,
une idée de base de la recherche en linguistique, que l'étude du système linguistique, c'est-à-dire de la langue, devait être distinguée de l'étude de l'usage de la langue, c'est-à-dire de la parole. Vous connaissez cette distinction, langue-parole chez Saussure, et bon, là aussi, les spécialistes de l'histoire du saussurisme ne seront peut-être pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une linguistique de la parole chez Saussure, mais ce qu'on a retenu du cours de linguistique générale, c'est cette distinction langue-parole et l'idée que la linguistique s'intéressait à la langue et pas à la parole. Mais vous le savez, je n'ai pas le temps là d'insister sur ce point, mais le cours de linguistique générale tel qu'il a été diffusé, commenté, etc., a une importance cruciale en tant que tel, parce que c'est ce texte qui a influencé la pensée européenne, peut-être plus européenne qu'américaine, mais bon, disons européenne, sous la forme, disons, du développement de ce qu'on appelle le structuralisme. Mais ce texte du cours de linguistique générale n'est pas un texte de Saussure. Vous le savez, il a été écrit à partir de notes de cours par deux élèves de Saussure, Bally et Séchevet. Et il y a en France, d'ailleurs, bonjour, il y a en France... ben oui, si vous voulez suivre le cours de linguistique cognitive, je vous en prie. Si c'est pour autre chose, non, mais... donc, le texte de Saussure, le texte du cours de linguistique générale doit être pris en compte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un texte qui a influencé la pensée européenne, disons, et en revanche, il y a un écart gigantesque entre ce qu'on reconstruit de la pensée effective de Saussure et ce texte du cours de linguistique générale. Il y a toutes sortes de chercheurs aujourd'hui en France qui travaillent encore sur l'explication de ce que l'on peut, disons, reconstruire de l'enseignement de Saussure, de l'enseignement réel de Saussure, avec de grandes divergences par rapport au cours de linguistique générale. Oui ? Oui, en fait, moi j'ai, quand on visite une librairie, une bibliothèque, on voit par exemple des rayons avec plein de livres sur Saussure. Et personnellement, ça me paraît un peu bizarre comment il y a une possibilité de reproduire tellement des ouvrages à partir d'une théorie qui est toujours alors, il n'y a qu'un livre, en fait. Alors, le cours de linguistique générale, il y a des principes plutôt, je dirais, généraux sur le fonctionnement du langage, mais il y a tellement de livres sur la théorie saussurienne alors, comment ça c'est possible, en fait? Je voudrais dire que ce n'est pas saturé comme champ d'études d'après un certain moment. Non, alors, si vous voulez, il y a deux choses. Ça fait longtemps, en fait. Oui, ça fait un certain temps que oui, ça fait longtemps. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont des ouvrages pédagogiques pour résumer, expliquer le cours de linguistique générale aux étudiants, qui simplement reprennent le contenu du cours de linguistique générale. Mais, et ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, je ne suis pas moi-même spécialiste de ces questions-là, mais je connais un petit peu pour avoir participé à des colloques, des choses comme ça. Il y a un certain nombre de chercheurs qui... Alors d'abord, il y a eu un nouveau livre, il y a un autre livre qui s'appelle Les écrits de linguistique générale, qui a été publié il y a quelques années et qui a été établi à partir d'une liasse de notes qui ont été retrouvées dans une malle. Bref, c'est une histoire assez rocambolesque, mais on a retrouvé des écrits de Saussure qui avaient été perdus. Et donc on les a publiés, on s'est rendu compte que ça éclairait beaucoup la pensée de Saussure. Et puis il y a un grand nombre de notes de cours, il y a beaucoup d'inédits de Saussure, et on travaille sur ces questions-là, sur le rapport aussi entre une partie de l'œuvre de Saussure moins connue, la partie sur les anagrammes, qui a été, disons, les anagrammes, c'était
disons, c'est une approche par Saussure de la poésie latine, où il décodait des sortes de messages à l'intérieur de la poésie latine. Bon, je le dis d'une manière simplifiée. Il y a un très beau livre de Starobinski sur ce sujet, Les mots sous les mots. Bon, il y a un certain nombre de discussions autour de ce qu'est la dimension cognitive dans la pensée de Saussure réelle, par exemple. Bon, voilà, j'ai participé l'année dernière, pour vous donner un exemple concret, à un colloque, parce que tous les, je ne sais plus, il y a un colloque régulier en Suisse, à Genève, sur l'œuvre de Saussure, et là, moi j'étais dans une session qui s'intéressait au rapport, à la question des représentations, et de quel est le statut des représentations, quel est le statut du sujet parlant chez Saussure, quel est le rôle du regard du linguiste par rapport à la perception spontanée des sujets parlants. Enfin bref, tous ces sujets sont dignes d'intérêt, mais ils sont pris en charge plutôt par des chercheurs qui s'inscrivent dans le champ de l'histoire des idées linguistiques, si vous voulez. Alors, une histoire des idées linguistiques qui n'est pas complètement coupée de la linguistique en train de se faire aujourd'hui, mais qui quand même a des méthodes et des sujets d'intérêt qui relèvent de l'historiographie. Donc, il y a un champ de recherche très vivant, très actuel, sur Saussure dans l'histoire des idées linguistiques. La question n'est pas aujourd'hui, je pense, sauf pour certains auteurs très particuliers, de défendre, par exemple, une linguistique saussurienne. Alors, vous avez cela tout de même chez des auteurs comme Simon Bouquet ou Rastier, un peu, François Rastier, qui défendent une linguistique autonome, issue de Saussure, etc., etc. Donc plutôt chez Rastier une linguistique des textes, hein, et c'est une certaine façon de faire vivre l'héritage saussurien. Mais c'est un courant linguistique un petit peu marginal au plan international, mais qui existe malgré tout, qui est présent en France et qui a un réel intérêt. Donc il y a d'une part l'intérêt de Saussure dans l'histoire des idées linguistiques, et puis d'autre part une certaine filiation chez certains chercheurs, en particulier chez François Rastier ou Simon Bouquet, des idées saussuriennes mises en œuvre dans la linguistique contemporaine. Oui, vous aviez aussi une remarque, une question ? Oui, je me demandais si la linguistique cognitive est aussi comme toutes les autres linguistiques, on va dire, puisque la linguistique en elle-même est une science élaborée depuis Saussure. Est-ce que justement la linguistique cognitive, si on la cite, si on la définit, si on commence à parler de linguistique cognitive, on est obligé aussi de parler de linguistique de Saussure. Est-ce qu'on est obligé de parler de se positionner Saussure par rapport, c'est oui, ça que vous voulez dire ? Est-ce que c'est le point de départ reste toujours Saussure, même si on oui. parle de linguistique cognitive ? Oui, alors, si je comprends bien votre question, dans la mesure où la linguistique moderne a quand même été élaborée à partir de l'œuvre de Saussure, il est une sorte de point de référence obligé, quelles que soient les approches considérées. Mais, vous le voyez bien, en particulier avec cette citation, la linguistique cognitive ou les linguistiques cognitives, clairement, se démarquent de l'héritage saussurien. Se démarquent de l'héritage saussurien dans une certaine compréhension de la pensée de Saussure. C'est-à-dire que si on accepte l'idée qu'effectivement, dans le cours de linguistique générale, l'idée qu'on peut en effet extraire du cours de linguistique générale que la linguistique c'est l'étude de la langue en tant que système autonome et pas l'étude de la parole, eh bien oui, il y a une rupture entre la linguistique cognitive et la linguistique saussurienne. Mais c'est une conception. Oui, je vous en prie. Justement, mais dans les écrits de Saussure, ceux qui ont été retrouvés dans l'orangerie dont vous parliez, oui, il dit totalement le contraire. Donc on est oui, bien sûr, bien sûr. Il dit le contraire. Il dit que le sujet parlant, c'est lui le centre de. Bien sûr. De l'étude du langage. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cette raison que le travail qui a été fait par un certain nombre de chercheurs saussuriens, ou disons qui s'intéressent à la linguistique de Saussure, a été important pour rectifier des lectures de Saussure
qui a été conditionné uniquement par le cours de linguistique générale. Hein? Donc je suis d'accord avec vous. Cette déclaration consistant à dire que la linguistique cognitive se démarque de l'enseignement saussurien en raison du fait qu'elle s'intéresse à la langue, à la parole, pardon, tandis que Saussure avait exclu la parole du champ d'analyse du linguiste, c'est une erreur, c'est une lecture, disons, erronée, dans la mesure où les écrits de Saussure et toutes sortes voilà, pas seulement les écrits qui ont été publiés, mais diverses sources de Saussure permettent de montrer qu'il attachait une importance de premier plan au sujet parlant, et donc que d'une certaine façon, les linguistiques cognitives n'ont rien d'anti-saussurien. Hein, je suis d'accord. Oui, justement, est-ce que la linguistique cognitive, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'elle ne serait pas justement plutôt, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'elle s'intéresse au langage, à la langue, au sujet parlant, au cerveau de l'humain, du point de vue du langage, plutôt qu'on parle toujours de Saussure, de Saussure, de Saussure? Non, mais là, vous êtes dans une sorte d'indigestion de la saussurienne, ça va passer. Non, mais je veux dire, là j'ai cité Saussure parce que, effectivement, un certain nombre de chercheurs en linguistique cognitive se démarquent, mais on en parle, je vous rassure, on va parler de la linguistique cognitive pour elle-même, et pas forcément tout situé par rapport à Saussure. Oui. Mais ce qui est vrai en linguistique, c'est qu'il y a en linguistique, on part de la, comment on dit, de l'axiome qui est la linguistique, c'est pas comme les mathématiques. Il y a différents courants qui coexistent, différentes théories qui coexistent. Ah oui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment accepter une théorie et refuser une autre. Oui, oui. Toujours, moi, je pense que dans l'étude du langage, on parle toujours d'un certain point, mais ça ne veut pas dire qu'on refuse les autres. Oui, oui, je suis assez d'accord. Il y a effectivement sur un objet comme les langues, c'est un objet, ça n'est pas un objet physique, les langues. Hein, on ne peut pas adopter des points de vue. Alors, en mathématiques, il y a quand même des perspectives tout à fait différentes, hein, selon les questions auxquelles on s'intéresse. Mais disons en physique par exemple ou dans d'autres domaines de la science dure, hein, comme on dit, il y a sans doute moins de concurrence théorique que dans le champ des sciences humaines où là on a affaire bien sûr à des objets qui ne sont jamais indépendants des esprits qui les considèrent. C'est ce qui explique pourquoi on peut avoir différentes perspectives théoriques, mais ensuite la démarche critique, elle consiste d'une part à analyser la cohérence intrinsèque de chaque modèle théorique, et puis par ailleurs, éventuellement, l'intérêt de l'un par rapport à l'autre pour tel ou tel objectif. Je le disais tout à l'heure dans un cours de licence, la sémantique formelle, par exemple, d'origine frégéenne, n'a pas beaucoup d'intérêt pour comprendre le sens d'un texte, entrer dans une démarche herméneutique, etc. Mais elle est très utile dans les industries de la langue pour fabriquer des logiciels qui permettent d'améliorer la traduction automatique, etc., etc. Défendre la linguistique formelle, c'est défendre une approche de la linguistique qui permet qui a un enjeu économique, industriel, etc., etc., et qui rend des services à la société éventuellement, etc. Bon, mais ça ne nous apporte rien en termes d'analyse du sens dans les cas complexes, textes littéraires ou philosophiques complexes, où les procédures d'analyse du sens sont subtiles. La sémantique formelle n'a rien à nous dire là-dessus. Mais elle a une autre justification, etc., etc. Alors, vous aviez une remarque aussi ? Oui, j'aimerais revenir sur le fait de parler de linguistique depuis tout à l'heure. En fait, quand on dit linguistique cognitive, c'est un ensemble de disciplines comme la philosophie, les maths, les neurosciences. Oui. Donc, c'est pas vraiment restreint qu'à la linguistique elle-même. Ah oui, alors... C'est dire que c'est la linguistique. Oui.
Oui, on en a déjà parlé. Oui, en effet, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on parle de linguistique cognitive, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on parle d'une linguistique en rapport avec d'autres disciplines. Mais on est quand même dans le champ académique de la linguistique, dans la mesure où les données analysées au départ sont quand même des données de langage. Même si, pour les expliquer, pour les analyser, on va s'appuyer sur des connaissances en mathématiques, en mathématiques pas tellement, hein, mais plutôt en psychologie, en philosophie, etc. etc. Donc oui. le point de départ est le même, c'est juste que pour analyser, c'est varié. Oui. Bien, donc, ce que dit Holger Dissel ici dans cette citation, indépendamment, je n'y reviens pas, donc de la démarcation à l'égard du sociorisme et de la grammaire générative, c'est donc que dans ces perspectives-là, on analysait le système de la langue pour lui-même comme un système autonome et sans prendre en considération les usages réels. Donc, dans la perspective des linguistiques cognitives, on s'intéresse à ces usages réels dans lesquels donc la grammaire, les faits grammaticaux sont analysés en fonction de leur utilisation réelle, hein, de leur présence dans différents corpus. Et, dit-il, dans cette approche, le langage est vu comme un système dynamique d'unités symboliques émergentes et de contraintes flexibles qui sont dessinées par des processus cognitifs généraux impliqués dans l'usage du langage. Alors, je donne un autre extrait du même auteur qui pointe une conséquence importante au plan méthodologique de cette approche usage-based, fondée sur l'usage, c'est que si on se fonde sur l'usage, la notion de fréquence d'occurrence va devenir extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus seulement à, pour prendre le modèle chomskien, un système de règles abstrait, mais à comment les langues, dans leurs usages réels, et comment on observe les usages réels? Eh bien, en constituant des grands corpus écrits, oraux, multimodaux, etc., qui vont nous permettre de vérifier si telle construction est utilisée dans tel contexte ou dans tel autre, etc. Et donc, ça n'est plus la logique propre du système qui va être suffisante pour expliquer tel ou tel phénomène linguistique, mais le rapport à l'usage. D'où le rôle important de la fréquence d'occurrence en particulier, concept qui est compliqué lui-même. C'est-à-dire la notion de fréquence, tout dépend, fréquence de quoi, dans quel, etc. C'est un paramètre important à prendre en considération, qui est donc un paramètre qui découle de cette attention aux usages réels, mais c'est un concept à manier avec prudence, je le dis en passant. Donc, il indique qu'il y a une grande quantité de résultats récents qui montrent que le paramètre de la fréquence a un impact énorme sur le comportement langagier des locuteurs, dans la communication, dans la transmission de l'information, et aussi dans le développement, du langage et dans l'histoire des langues, dans le changement linguistique. Alors, une conclusion que j'emprunte également au handbook d'Oxford, donc, en raison du fait que les linguistiques cognitives voient le langage comme inclus voient le langage comme, mettons, en relation avec des capacités cognitives générales de l'humain, les sujets d'intérêt, les sujets particuliers auxquels va s'intéresser la linguistique cognitive sont les suivants: les caractéristiques structurelles du langage naturel,
les caractéristiques structurelles de la catégorisation dans le langage naturel, comment on catégorise. Alors ça, c'est un point qu'on commencera à étudier la semaine prochaine, donc la prototypicalité, la polysémie, les modèles cognitifs, l'imagerie mentale, la métaphore, par exemple, donc qui sont liés aux problèmes de catégorisation. Les principes fonctionnels de l'organisation linguistique, comme l'iconicité ou la naturalité. L'interface entre syntaxe et sémantique, qui est explorée notamment par Langacker dans la Cognitive Grammar et par les grammaires de construction. Et puis les aspects pragmatiques, les arrière-plans pragmatiques et expérientiels du langage, de l'usage du langage, hein, la relation avec la pensée, incluant le relativisme et les universaux conceptuels. Alors, si on compare, à titre pour caractériser la linguistique cognitive, si on compare le premier paradigme du cognitivisme que j'avais appelé, rappelez-vous, le paradigme computo-représentationnel, puisqu'il reposait sur l'idée qu'on peut analyser l'esprit en considérant que l'esprit, le fonctionnement de l'esprit, ce sont des calculs sur des représentations. D'accord ? Ce premier cognitivisme, la linguistique cognitive se distingue de ce premier cognitivisme par les traits suivants. Le fonctionnalisme, le renoncement au fonctionnalisme et à la dimension computationnelle. En revanche, on l'a vu, la prise de position naturaliste reste commune. Et là, si vous voulez, on a une démarcation à l'égard d'autres approches, par exemple les approches formelles ou les approches de type saussurien, etc. Et puis la dimension représentationnelle, alors j'ai indiqué ici, j'ai mis un point d'interrogation parce que certaines approches cognitives, certaines approches qui s'inscrivent dans le cadre de la linguistique cognitive contemporaine ont tendance à refuser le concept de représentation, tout au moins à en effectuer une critique au bénéfice de processus interactionnels ou énactifs, etc., dont on parlera plus tard. Donc la notion de représentation, à mon avis, elle est indispensable, mais elle n'est pas aussi universelle dans le paradigme actuel de la linguistique cognitive qu'il ne l'était dans le paradigme computo-représentationnel. Donc le fonctionnalisme, je vous le rappelle, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a deux sens complètement différents du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, au sens où je vous l'avais expliqué lorsque je vous ai exposé le premier paradigme cognitif issu donc des recherches de la fin des années 50, c'est un paradigme qui consiste à dire qu'on étudie les structures fonctionnelles du cerveau indépendamment donc de son ancrage biologique. Là, ce fonctionnalisme, il est refusé dans la mesure où on s'intéresse vraiment aux opérations mentales réelles, donc pas seulement à la structuration fonctionnelle de l'architecture cognitive, mais aux processus mentaux réels qui sont mis en œuvre dans l'usage du langage et des langues. Dans l'usage des langues, disons. Et puis, la dimension computationnelle, elle est également abandonnée, réfutée, si l'on veut, parce que, disons, le modèle de référence n'est plus l'ordinateur comme il a pu l'être dans le premier cognitivisme. Il n'y a pas de modèle de référence, puisque ce qu'on cherche à appréhender à travers l'étude des langues, c'est le fonctionnement de l'esprit humain. Au fond, ce qui différencie assez radicalement toute une tradition linguistique antérieure de ces linguistiques cognitives, c'est que leur objectif n'est pas d'étudier les langues pour elles-mêmes. Leur objectif est de comprendre comment fonctionne l'esprit humain.
et de se servir des indices fournis par les langues pour comprendre le fonctionnement de l'esprit. Dans ce point, où est-ce que la linguistique cognitive a des convergences avec la typologie? Parce qu'après un certain moment, les objectifs de la typologie sont vraiment trouver ce que les langues expriment, mais à un niveau hyper, super interlinguistique. Alors, il y a les points de convergence, les points communs, c'est... Oui, alors là, c'est un peu tôt pour répondre à votre question, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais il y a effectivement des conséquences en matière de typologie, des approches typologiques issues des approches cognitives. Les deux domaines s'entraident. Oui, il y a un point d'intersection, mais il y a une certaine façon de travailler sur la typologie des langues totalement indépendante de la linguistique cognitive. Oui ? Si je comprends bien le modèle de la linguistique cognitive, il y a une image, disons, de l'homme universel, en quelque sorte. Alors, ouais, oui, c'est ça. Alors, disons qu'il y a les deux aspects, et on le verra aussi. C'est-à-dire que, d'une part, clairement, vous avez raison, il y a l'idée que, malgré tout, malgré les différences culturelles, un certain nombre de processus généraux, des processus cognitifs généraux sont communs à toutes les langues, en raison du fait que toutes les langues sont parlées par des êtres humains qui ont des structures biologiques communes. Mais la différence avec le point de vue de chomskien, c'est que ces structures communes sont ne sont pas des structures héritées génétiquement, mais ce sont des processus manifestés dans l'acquisition et l'exercice du langage. Donc il y a la recherche d'universaux cognitifs, effectivement, dont on verra des exemples, comme la métaphore, comme la catégorisation. La catégorisation, le fait que les langues servent à catégoriser d'une certaine façon, c'est effectivement quelque chose dont on peut penser que cela existe dans toutes les langues. Mais c'est un processus cognitif général qui s'applique au langage, mais il y a aussi de la catégorisation visuelle, auditive, qui ne concerne pas le langage pour la musique, par exemple, etc., etc. Donc, on a affaire à des processus cognitifs généraux, universels, dont on cherche à analyser le détail du fonctionnement à travers les langues. Mais, et c'est un point important, c'est pour ça que c'est une très bonne chose que vous ayez posé cette question, les spécialistes de linguistique cognitive, au moins certains d'entre eux, accordent une importance très grande au fait que, selon la langue qu'on parle, notre structure conceptuelle peut être différente sous certains aspects. Donc, il y a d'une part la recherche de mécanismes communs généraux, mais également la prise en considération des différences entre les langues, qui impliquent dans certains cas des différences conceptuelles. On verra dans les semaines à venir un exemple que je développerai avec vous, un exemple très très caractéristique et simple à expliquer, qui repose, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais grosso modo, en russe, vous avez deux noms. Est-ce qu'il y a des étudiants russes ou russophones ici? Non. Il y a deux adjectifs différents pour... Hein? Non, pour la couleur bleue. Entre le bleu clair et le bleu foncé, il y a deux noms différents. Pour le bleu, là où en français on dit bleu, en anglais blue, en allemand blau, etc. Bon. Eh bien, on a pu montrer qu'effectivement, les russophones ou les russophones natifs voient deux couleurs, là où nous n'en voyons qu'une. Donc là, il y a bien, en fonction de la langue, une structuration conceptuelle différente. Bon, mais je vous parlerai de ça un peu plus en détail. Oui. En fait, j'ai travaillé sur un tel exemple. Oui. Et il y a un écrivain. Moi, je fais la traduction à licence. Alors, on devrait analyser une traduction de Flaubert de Madame Bovary en grec, et qui a été une traduction qui a été faite vers le début du XXe siècle. Alors Flaubert utilise la couleur bleue, en grec maintenant on dit blé,
Alors, c'est un emprunt français, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ah oui. Alors, il a utilisé un autre mot, comme je dirais bleu ciel ou bleu clair, en grec, parce que l'emprunt, alors parce que la couleur n'a pas été dans le lexique des couleurs en grec. Au lexique grec à l'époque. D'accord. Alors, ça voudrait dire que vers cette époque-là, les deux peuples ne distinguaient pas les. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que maintenant on dit blé, alors on voit la même chose, mais on a d'autres. Oui, alors je regarde, on a une étudiante grecque, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait pu nous éclairer sur ce point. Elle viendra, on verra la prochaine fois. Oui. Moi, j'ai deux questions par rapport à la linguistique cognitive, par rapport à sa position et par rapport à ses conclusions. Oui, c'est peut-être un peu tôt pour arriver aux conclusions, hein, on est qu'au début du cours, mais bon, dites-moi toujours. Les conclusions, on va commencer par ça, alors, puisque vous... Alors, les résultats auxquels sont parvenus les linguistes, les spécialistes de la linguistique cognitive, est-ce qu'ils concordent plutôt avec les théories chomskiennes, celles qui catégorisent justement, celles qui cherchent à classer, à rechercher des modèles de langage, une grammaire universelle, ou est-ce que ces résultats prouvent plutôt que que le langage et le fonctionnement du cerveau du côté du langage, c'est plutôt du domaine du terrain, des sciences sociales? Alors ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est, j'ai dit, sa position, c'est justement les positionnements de différents... Est-ce qu'il y a aussi comment dire ça? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a un clivage en sciences cognitives? Est-ce qu'il y a pro-sciences cognitives? Ah oui, est-ce qu'il y a des clivages internes, vous voulez dire, à l'intérieur des sciences cognitives? Voilà, est-ce qu'il y a des pro-sciences cognitives, plutôt linguistique cognitive, chomskienne, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et oui. Plutôt sciences sociales, plutôt, c'est ça? Oui, alors, bon, pour votre première question, il est clair que les sujets d'intérêt ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la question de la grammaire universelle, vous voyez qu'elle est envisagée là non plus sous l'angle d'une grammaire universelle, mais sous l'angle de processus cognitifs universels, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas dire que il y a... les résultats... Non, mais ils ne parlent pas de la même chose. Donc les résultats ne sont pas comparables. Est-ce qu'ils tendent justement les résultats auxquels parviennent les spécialistes de la linguistique cognitive? Est-ce qu'ils tendent plutôt vers les théories de Chomsky Non, mais ils ne peuvent pas tendre, dans la mesure où ils ne parlent pas de la même chose, ils ne s'intéressent pas au même sujet, ces résultats ne sont pas comparables. Vous voyez, la linguistique chomskienne va s'intéresser, par exemple, je ne sais pas... à la question de l'anaphore, comme étant à l'intérieur du modèle un problème, c'est la théorie du gouvernement et du liage. Bon, la position et la description de l'anaphore comme correspondant à une certaine opération dans une modélisation. Et donc, une partie du travail des spécialistes de grammaire générative, c'est de montrer que dans différentes langues, on peut décrire l'anaphore selon ce modèle. Mais, alors, d'accord, ils arrivent peut-être à certains résultats qui montrent qu'on peut décrire un certain nombre de langues selon ce modèle. Mais ce modèle, il est complètement ignoré par la linguistique cognitive, qui ne pose pas les mêmes questions au sujet de l'anaphore, qui va poser des questions qui n'ont rien à voir avec un modèle. Il y a une grammaire universelle, mentale, universelle, c'est-à-dire que chaque être humain a... Bien sûr. Non, mais si vous voulez, on peut formuler la chose de la façon suivante. Il y a là, non pas un programme contre un autre, mais deux programmes de recherche qui cherchent dans deux directions différentes.
L'objectif de Chomsky, c'est, à l'origine tout au moins, de rendre compte du fait que les langues sont un héritage génétique de l'être humain. Donc il y a quelque chose de commun chez tous les êtres humains qui est hérité génétiquement et qui est une des différences entre les animaux humains et les animaux non humains. Bien que, encore une fois, il existe des systèmes de communication chez les animaux non humains, ces systèmes de communication n'ont pas du tout les mêmes propriétés que les langues humaines. D'accord ? Donc ça, il n'y a pas plus, aujourd'hui, bien qu'on fasse beaucoup de travaux sur l'éthologie animale pour comprendre le fonctionnement des sociétés animales, etc., il n'y a aucune discussion sur le fait que les langues sont propres à l'être humain. Ça, c'est clair. Donc, si elles sont propres à l'être humain, c'est que dans l'évolution au sens darwinien du terme, nous avons évolué vers dans le sens de développer les langues, et donc notre cerveau est configuré de telle façon que n'importe quel être humain, disons qui n'a pas de pathologie particulière, est capable d'apprendre et de parler une langue. Bien. Ce que Chomsky cherche à étudier, tout au moins dans ses déclarations initiales, et ça reste présent dans son programme, c'est quelles sont les compétences générales qui résultent de cet héritage génétique. C'est-à-dire, quelle est ce qu'il appelle la grammaire universelle, qui doit être commune à tous les êtres humains, qui parlent une langue, puisque c'est une propriété générale des êtres humains. Sauf que cette grammaire universelle, il l'analyse comment ? Comme un système autonome, un système de règles, d'accord ? Par exemple, les règles de fusion, enfin bref, toutes sortes de règles qui sont décrites de différentes façons selon l'évolution de son modèle. Et le programme de recherche qu'il a mis en œuvre et qui est développé encore aujourd'hui consiste à montrer, alors pas tellement avec des exemples psycholinguistiques, mais avec des descriptions linguistiques, que la modélisation proposée, qui est donc une hypothèse sur ce que serait cette grammaire universelle, que cette modélisation proposée est adéquate pour décrire un grand nombre de langues particulières. D'accord ? Maintenant, du côté de la linguistique cognitive, on ne s'intéresse pas du tout aux mêmes questions. Pourquoi ? Parce que on s'intéresse d'abord, parce qu'on ne s'intéresse pas aux langues comme système clos, comme système indépendant des autres facultés cognitives. Pour Chomsky et les Chomskiens, le langage, cognitivement, c'est modulaire. C'est un ensemble de processus cognitifs qui sont réservés à l'usage du langage, qui sont strictement modulaires. Les opérations qui sont... Les opérations qui sont modélisées dans le modèle de Chomsky sont des opérations propres au langage. Move alpha, la théorie du binding, etc. etc. Bon, tout ça, ce sont des opérations strictement linguistiques. Du côté de la linguistique cognitive, comme je voulais déjà un petit peu expliquer, je termine pour faire la comparaison, du côté de la linguistique cognitive, on va s'intéresser aux processus cognitifs généraux, catégorisation, mémoire, attention, analogie, etc., des processus cognitifs généraux qui sont valables pour le langage, mais qui jouent aussi un rôle dans d'autres capacités, dans d'autres comportements humains. Ces mécanismes généraux étant vus comme étant partagés par l'ensemble des êtres humains aussi. Mais vous voyez que si je décris par exemple les processus de catégorisation, et je montre que ces processus de catégorisation fonctionnent, comme on va le voir, mais vous le savez peut-être déjà un petit peu, vous avez déjà entendu parler de ça, de la théorie de la sémantique du prototype, si notre catégorisation naturelle fonctionne selon ce modèle théorique, que je vous expliquerai dans les semaines à venir. C'est quelque chose qui a une valeur générale, mais c'est quelque chose, c'est un résultat, vous voyez, un des résultats des linguistiques cognitives, montrer que la catégorisation dans les langues a un aspect prototypique, mais c'est un sujet d'interrogation qui est complètement ignoré du domaine chomskien, parce qu'eux s'intéressent à toute autre chose. Vous voyez, ce sont vraiment des problématiques qui sont
qui parcourent des champs d'investigation différents. Avec quand même, ce qui est quand même très particulier à la linguistique chomskienne, c'est qu'elle a développé une modélisation et qu'elle n'accepte un débat qu'au sein de cette modélisation. Donc si vous ne l'acceptez pas, si cette modélisation ne vous intéresse pas, bah, vous n'avez rien à dire. Justement, c'est ça que je voulais comprendre, c'est mon interrogation. Est-ce que la linguistique cognitive valide certaines des théories chomskiennes? Non, elle ne peut pas, parce qu'elle parle d'autre chose. Elle ne peut valider aucune théorie chomskienne. Aucune. Peut-être qu'il peut y avoir des points de rencontre sur des questions de grammaire spécifiques comme le fonctionnement des anaphores, mais si vous voulez, dans ce cas-là, la théorie chomskienne sera vue comme n'importe quelle théorie grammaticale qui va décrire le processus anaphorique ou autre. Hein. Mais si vous voulez, les théories, les résultats, disons, qu'on pourrait considérer comme propres à la linguistique chomskienne, sauf à considérer des résultats très très généraux, comme le mécanisme de fusion, par exemple, mais c'est une idée ça, qui est très ancienne et qui, au fond, elle est propre au chomskisme parce qu'elle est modélisée d'une certaine façon par les chomskiens, mais c'est une idée extrêmement banale de la description grammaticale. Voilà, donc, je ne sais pas, ça ne répond peut-être pas complètement à votre interrogation, mais pour ma part, en tout cas, je dirais que clairement, les deux courants ne parlent pas de la même chose, et ne se rencontrent pas, au fond. Et on ne peut pas considérer que la linguistique cognitive valide ou pas ce qu'a va apporter la grammaire générative. Mais on est bien d'accord que la linguistique cognitive, elle ne s'intéresse pas justement à, je sais pas moi, la mémoire. Non, pour elle-même, elle s'intéresse à la mémoire. Par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Non, elle va c'est ça, elle va s'intéresser. C'est la langue qui est au centre de. Voilà, c'est quand même les structurations linguistiques observables, et c'est pour cela que tout à l'heure je disais à Madame que la linguistique cognitive reste de la linguistique, même si cela fait partie des sciences cognitives, parce que ce qu'elle observe, ce sont les langues. Et elle va éventuellement aller recourir à des théories sur la mémoire, sur la catégorisation, etc., voilà, parce qu'elle en a besoin pour décrire les langues. Voilà, mais l'objet, ça reste les langues. Voilà, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine pour la suite.